Oui, voilà, chers tous, bonsoir. Espérons que vous allez bien. J'ai désactivé vos différents micros pour permettre une meilleure audition. Alors, au nom de Subson Grise, par les biais de son département de forum, je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence scientifique et nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche autour d'un thème d'une importance majeure en pratique clinique, qui est la prise en charge de la décompensation cardiaque. Comme vous le savez bien, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque décompensation en fait demeure l'une des principales causes d'hospitalisation et de mortalité cardiovasculaire. Alors, une meilleure prise en charge structurée, rapide et fondée sur les recommandations actuelles permet d'améliorer de manière considérable les pronostics de nos patients. Alors, pour nous guider tout au long de cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir Dr Marc Tilanda, assistant senior en cardiologie aux cliniques universitaires de Kinshasa et FFI en cardiologie au centre hospitalier d'Abbeville en France. Et étant modérateur de cette session, j'aurai le plaisir d'assurer les bons déroulements de cette session et recueillir vos différentes questions et d'animer les échanges scientifiques à l'issue de cet exposé. Alors, je vous invite à suivre cette conférence avec attention, à noter vos questions et à participer de manière vraiment active aux discussions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre brillant intervenant, Dr Marc Chilanda. Vous avez la parole, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Jared Mango, président de la Substance Grise. Je remercie la Substance Grise pour l'occasion. C'est rare. Franchement, je rappelle le cadre. Nous sommes là. Nous travaillons dans l'objectif de faire aussi une petite sensibilisation. Les présentations, c'est aussi dans le contexte d'essayer de nous entraider entre nous, les médecins congolais, dans les limites de notre système de santé, parce que nous avons une lourde charge. La charge est lourde. La charge de gérer des patients dans des conditions parfois difficiles. Ces patients-là, ce ne sont pas seulement des malades, mais ce sont nos frères, parce que chaque patient, derrière chaque patient, il ne faut pas oublier, il y a toujours un cousin, il y a une tante, il y a un oncle, il y a un enfant. Donc, le patient est aussi cousin de quelqu'un, est aussi oncle de l'autre. Quand vous traitez un patient et vous vous rendez, il faut toujours vous rappeler que si ce patient-là était votre oncle dans les mains d'un autre médecin, et qu'est-ce que vous allez faire? Si c'était votre propre père ou votre propre mère, qu'est-ce que vous alliez faire? C'est pour ça qu'il faut qu'on renforce un peu notre capacité de nous adapter. Les échanges sont toujours structurés autour des approches, disons, nouvelles que les Européens, les Américains nous proposent dans la littérature. Mais après, nous essayons de réfléchir pour voir dans notre milieu qu'est-ce que nous pouvons faire. Les limites que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est aussi un cadre d'échange pour partager l'expérience. C'est pas du tout seulement une présentation, mais c'est aussi un partage d'expérience entre nous. C'est ça qui peut renforcer notre système de pratique, notre système de santé. Voilà un peu en guise d'introduction ce que je peux dire. Je remercie toute la participation et on va commencer notre exposé. Cet exposé s'articule, c'est essentiellement sur l'insuffisance cardiaque aiguë. En fait, c'est une terminologie que nous allons comprendre au fil de l'exposé. J'ai préféré parler en termes dans la publication du sujet de la décompensation cardiaque et on va voir quelle différence existe entre les deux termes et on pourra bien comprendre peut-être par la suite.
Les liens d'intérêt ou les conflits d'intérêt, je peux dire parce qu'après, si je présente mon exposé, je peux peut-être partager une petite expérience du CH mon collège, je peux partager une petite expérience des cliniques universitaires, notre service de cardiologie, qu'est-ce que nous faisons, et puis peut-être parler de l'intérêt et de la place centrale de la substance grise dans cette sensibilisation. Et on a la foi, on croit, on pense que ça va changer un jour, parce que partout, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Alors, en guise de définition, qu'est-ce que nous rappelons? C'est juste des rappels. L'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome, c'est pas du tout une seule chose, c'est-à-dire que c'est une association d'une atteinte structurelle et fonctionnelle. Atteinte structurelle et fonctionnelle du cœur. Cette atteinte va aboutir à une congestion suite à une augmentation de la pression, des pressions intracardiaques et diminution du débit et ou diminution du débit cardiaque avec hypoperfusion. En fait, c'est pour dire que c'est un syndrome clinique, biologique, échocardiographique. Trois éléments qui définissent l'insuffisance cardiaque. Le syndrome clinique associe les signes typiques. C'est quoi les signes typiques? C'est la dyspnée, ce sont les œdèmes des membres inférieurs, c'est l'asthénie physique. Les signes typiques de l'insuffisance cardiaque que nous connaissons, parce que ce sont ces signes-là qui, généralement, poussent les malades à consulter. Je suis fatigué, j'ai des jambes qui gonflent, ou je me sens dyspnéique, je ne sais pas respirer, j'ai un étouffement. Ce sont les signes généralement que les malades amènent. Ces signes peuvent être associés à des signes de congestion gauche ou des signes de congestion droite. La congestion gauche, nous savons tous, ce sont des râles crépitants, c'est la toux, et ainsi de suite. La congestion droite, ce sont les édèmes de membres inférieurs que nous avons déjà cités, mais on peut avoir turgescence des veines jugulaires. Le malade ne va pas constater la turgescence des veines jugulaires, c'est vous, le médecin, qui allez constater ça. Les reflux hépatojugulaires et tout. À ces signes cliniques s'associent des signes échocardiographique. Les signes échocardiographiques, c'est quoi? C'est l'atteinte structurelle ou fonctionnelle du cœur. Là, c'est l'échocardiographie qui voit, qui dit non, là, j'ai la structure est atteinte, c'est-à-dire les parois et tout, j'ai des troubles des cinétiques et tout. L'atteinte fonctionnelle vous dit non, là, la fonction ventriculaire gauche est altérée, la fonction ventriculaire droite est altérée. Il y a des paramètres échocardiographiques pour évaluer toutes ces deux fonctions. Les signes biologiques, sont des marqueurs. Le marqueur principal, c'est les peptides natriurétiques, les BNP qui est dosable, qui peut se doser et qui peut être accessible partout. Alors, devant ce syndrome, ces grands syndromes, parce qu'après, à l'intérieur, il y a plusieurs maladies à l'intérieur de l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'on l'appelle syndrome. Alors, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'insuffisance cardiaque aiguë, le syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë. En fait, c'est quand les signes se développent rapidement. Le développement rapide des signes qui poussent le malade à consulter ça, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance aiguë. Et ça peut être aussi un changement des symptômes pour quelqu'un qui avait une insuffisance cardiaque chronique. Donc, par l'insuffisance cardiaque aiguë, on comprend, on a une, un épisode nouveau de l'insuffisance cardiaque et qui vient de s'installer, qui commence, une primo-décompensation, on peut l'appeler comme ça, tout comme on peut appeler seulement une insuffisance cardiaque. Soit aussi des formes de décompensation d'une insuffisance cardiaque déjà connue. Voilà. Soit on parle de l'insuffisance cardiaque aiguë dans le contexte aussi d'une personne qui avait un traitement, mais l'évolution classique de la maladie. Ça demande cette fois-ci qu'on majore, qu'on modifie les traitements. Dans le contexte où on doit modifier le traitement, on parle modifier éventuellement les traitements congestifs. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est un fléau grave dans le monde. Plus de 50 millions d'habitants souffrent de l'insuffisance cardiaque. C'est une des maladies la plus fréquente, presque partout. Alors, pratiquement, les décès autour d'1 million. 1 million de décès
1,2 million de décès pour l'insuffisance cardiaque. Alors, il faut dire que les maladies cardiovasculaires sont considérées comme étant la principale cause de décès dans les pays développés. Dans les pays développés, c'est d'abord maladie cardiovasculaire. Après, vous avez les cancers qui sont en train de monter, mais les maladies cardiovasculaires, c'est le top. Chez nous, au Congo, on classe, parce qu'on n'a pas de données, on classe d'abord les maladies infectieuses et tropicales au premier plan, et puis on vient après avec des maladies qui émergent, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète et tout ça. Alors, peut-être qu'on va faire des études. Je vous partage ces registres qui donnent des informations. C'est un registre qui donne, ce sont des registres qui donnent des informations sur l'insuffisance cardiaque. Alors, dans ces registres, vous verrez que la plupart des registres sont des registres européens, américains. En Afrique, nous avons un registre que nous appelons le registre THESUS, HF. Bien qu'ancien, ce registre qui a repris les patients insuffisants cardiaques de 2007 à 2010 dans 9 pays africains, qui avait trouvé que l'âge, vous voyez un peu l'âge moyen de l'insuffisance cardiaque en Afrique, c'est 52 ans dans ces registres, alors que si vous allez aux États-Unis, l'âge moyen, c'est 72 ans. Si vous êtes en Europe, vous êtes autour de 70, 73 ans. C'est pour vous dire que l'insuffisance cardiaque atteint les jeunes en Afrique. 52 ans, c'est un jeune. Le sexe féminin est plus prédominant en Afrique. Mais ces données ont été prises dans des pays qui ont structuré les registres d'insuffisance cardiaque. Le problème du pays aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de registres. Il faut qu'on s'organise. C'est à nous de nous décider de créer les registres des maladies. Les registres nationaux, c'est-à-dire que on sait bien que à la fin du mois, chaque hôpital envoie le nombre de cas d'insuffisance cardiaque qui sont entrés, le nombre de cas d'insuffisance cardiaque qui sont décédés. Encore faudra-t-il que cette insuffisance cardiaque qui est entrée puisse être effectivement de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut avoir des examens pour confirmer que le malade que vous étiquetez avoir fait l'insuffisance cardiaque puisse être vraiment un malade de l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça que il faut améliorer les conditions de travail. Il faut qu'on arrive à avoir les examens dans tous les hôpitaux, sans exception, même au point le plus profond. Il faut qu'on puisse être à mesure de diagnostiquer une insuffisance cardiaque dans le point le plus perdu de la RDC. Ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut arriver à obtenir des registres qui donnent des informations. Il faut former les cardiologues, former assez de praticiens pour arriver à faire ce travail. Alors, ces registres africains avaient pris les 9 pays. Vous voyez, sur les 9 pays, la RDC n'est pas là. Le problème, ça reste le registre et le registre national, parce qu'ils sont allés dans des registres nationaux de ces pays pour tirer ces cas. Alors, dans ce qui m'étique un peu, c'est la particularité des étiologies dans tous ces pays. Vous allez voir que la cardiomyopathie dilatée est l'étiologie idiopathique. On l'étiquette comme cardiomyopathie dilatée étiologique, reste une des formes, on peut dire, d'insuffisance cardiaque la plus fréquente. Mais elle est là. En Éthiopie, elle prend presque le top, plus de la moitié. L'hypertension artérielle, la cardiopathie hypertensive. La cardiopathie hypertensive décompensée. Et là, elle est fréquente, elle est permanente dans tous les pays. Et la mortalité, le risque de mortalité dans 60 jours, donc dans 2 mois, quelqu'un qui fait une insuffisance cardiaque dans ces pays-là listés, il a pratiquement 15% des risques de mourir dans 2 mois. C'est-à-dire que si vous avez 10 patients qui ont une insuffisance cardiaque, environ 2 vont mourir dans 2 mois. Ça, c'est dans les pays où on a quand même essayé de structurer les choses. Dans notre pays, je m'imagine que ça doit quand même être un peu alarmant. C'est ça. Alors, l'insuffisance cardiaque chronique ou aiguë, c'est une altération de la fonction cardiaque, mais le cœur ne décompense pas brutalement. Le cœur évolue devant une difficulté d'assurer la fonction, parce que c'est ça.
L'insuffisance cardiaque, je me rappelle du feu professeur Mbouyamba qui définissait l'insuffisance cardiaque. Je pense que c'est, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre facilement. Il nous disait que l'insuffisance cardiaque, c'était sur le plan physiopathologique, c'est vrai que c'est aussi ce qui figure dans Harrison, c'est une condition physiopathologique où le cœur n'arrive pas à assurer la fonction de pompe. Ou soit le cœur y arrive après des efforts intenses. Dans cette définition, on sait comprendre qu'il y a une part où le cœur arrive quand même à assurer sa fonction de pompe aspirante et foulante, mais à des efforts. Mais ce cœur-là est déjà insuffisant. Ça, c'est un cœur qui essaye de compenser. Ou soit il arrive carrément à ne pas les faire parce qu'il a fait des efforts, il a décompensé. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui vient fouetter ces tableaux pour qu'ils puissent décompenser. C'est ce qu'on appelle le facteur précipitant. Et ce facteur précipitant, il peut être, comme on le dit, cardiovasculaire. Un syndrome coronarien, une tachycardie, tachyarythmie. Généralement, la fibrillation atriale, c'est le top, le number one qui fait vraiment du buzz dans l'insuffisance cardiaque. Soit ça peut être non cardiovasculaire, les infections. Les infections, ça fait ça, l'anémie, l'hyperthyroïdie, voilà. Les exercices physiques aussi. Soit il y a aussi des choses qui sont liées au patient, à quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui ne prend pas bien les médicaments et donc on ne va pas attendre qu'il puisse s'améliorer. Alors, la classification, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs classifications. L'insuffisance cardiaque est un syndrome compliqué. Il faut dire que ce n'est pas du tout simple. Au point où il n'y a pas de consensus clair, on essaye d'évoquer et c'est comme ça que on se dit, on peut donner ces différentes classifications. Si vous voulez parler en termes d'antécédents, en termes d'hypertension artérielle, de congestion et tout. Mais l'élément important, bien que certains auteurs puissent ne pas beaucoup plus l'aimer, c'est ces petits quadrillés, les carreaux, les tableaux de contingence qui est en bas, qui montrent les formes d'insuffisance cardiaque selon la congestion. Ainsi, on aura congestion, il y a la congestion et la tension. On aura des gens qui viendront avec insuffisance cardiaque aiguë aux urgences qui sont humides et chauds. Humide et chaud, c'est-à-dire qu'il y a un malade qui a des édèmes et tout, qui a une bonne tension. C'est une situation plus fréquente et vous savez bien gérer. Ça, c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est-à-dire un patient qui a des édèmes des membres inférieurs, qui est en hypotension, avec froideur des extrémités, qui est en choc, mais il a quand même des édèmes. Ça, c'est la deuxième situation. Vous pouvez avoir une situation où vous avez un patient qui est humide et qui est sec, chaud, c'est-à-dire insuffisant cardiaque, mais il est sec et chaud. C'est-à-dire il n'a pas d'édème, il est en insuffisance cardiaque, il a une tension élevée, il est comme les cas de l'OAP et les autres. Mais vous pouvez avoir aussi des cas d'insuffisance cardiaque, il est en insuffisance cardiaque, mais il est sec, il est froid. Donc il est en choc, il n'a pas des œdèmes. Il a quand même l'insuffisance cardiaque. Ce sont des situations importantes pour l'insuffisance cardiaque aiguë qu'il faut essayer de voir. Parce que ça, pour moi, je pense, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas de cette classification. Mais pour moi, je pense que ça peut être un élément que vous pouvez utiliser régulièrement pour négocier, pour discuter dans la tête quelle thérapie administrer dans les conditions difficiles. Vous avez un patient, vous pensez que c'est l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque, il ne faut pas oublier. Je venais de vous dire que c'est un syndrome clinique, échocardiographique, biologique, mais le diagnostic de l'insuffisance cardiaque est d'abord évoqué sur le plan clinique. L'insuffisance cardiaque est d'abord clinique. Le reste des choses, ce sont des choses pour confirmer, pour orienter, pour préciser le diagnostic. Ainsi donc, si vous pensez que c'est l'insuffisance cardiaque, évaluez la congestion. Il n'y a pas de congestion, c'est un patient sec. La tension est normale, c'est un patient chaud, vous saurez comment les gérer. Il n'y a pas de congestion périphérique, bien sûr. Il n'y a pas de congestion périphérique, mais le patient est froid, il est comment ça s'appelle? Il est en choc. Vous saurez comment gérer quel médicament administrer. C'est très important d'avoir cette orientation pour moi. Ça peut aider dans les conditions difficiles. Alors, la mortalité, elle est élevée. Les réadmissions, la même chose.
Alors, vous voyez avec moi ce qui se passe quand vous avez la tension à droite. Je pense que c'est ma droite. À ma droite, vous avez, ou c'est ma gauche, hein. À ma gauche, exceptionnellement, vous avez une figure qui vous montre la mortalité par rapport au niveau des tensions. Quand vous avez une tension qui est en bas de 120 millimètres de mercure, la tension artérielle systolique chez un patient insuffisant cardiaque qui vient d'entrer, sachez bien que sa mortalité hospitalière est à 7,2%. C'est beaucoup. Et à la sortie, la mortalité est autour de 14%. C'est-à-dire un patient qui vient avec insuffisance cardiaque, tension inférieure à 100, systolique inférieure à 120, sachez bien que sur 10 patients qui entrent, un va mourir. Mais ça, c'est en Europe. Il ne faut pas toujours oublier. Je ne sais pas ce qui va se passer à Popo-Kabaka, dans un point perdu de Kinshasa, et plutôt du Congo. Je pense que ça peut être 3, 4, 5, pourquoi pas dire 100%. Surtout la difficulté de diagnostic. À la réadmission, un patient qui avait 120 de tension, moins de 120 de tension, à la réadmission, il y a 30% de mortalité. C'est très important. D'ailleurs, vous regardez un peu la FEVG. Vous avez un patient qui a une FEVG inférieure à 40%. La mortalité hospitalière est estimée autour de 3,2%. Mais quelqu'un qui a une pression artérielle inférieure, qui a une insuffisance cardiaque, pression artérielle inférieure à 120, sa mortalité intra-hospitalière est autour de 100, de 7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évaluation du patient à l'admission de l'insuffisance cardiaque aiguë est très importante parce que son pronostic dépend de beaucoup de paramètres. Il ne faut pas négliger un paramètre. Et les paramètres, vous voyez jusqu'ici, on est dans des paramètres cliniques qui n'ont pas besoin d'avoir des matériels sophistiqués, juste un tensiomètre. L'évolution, l'insuffisance cardiaque chronique évolue sous forme de phases. Vous voyez, ça va jusqu'au stade 4. Donc, ça rejoint ce que je venais de dire, qu'il y a un moment où le cœur arrive à assurer la fonction de la pompe à des efforts importants. C'est là. Vous avez une insuffisance cardiaque au stade A. Donc, vous avez des facteurs de risque, vous avez peut-être les pressions, les remplissages qui essaient de monter, mais vous n'avez pas de signe. À la phase pré-insuffisance, plutôt, la phase A, plutôt, c'est la phase des facteurs de risque, particulièrement. Je corrige. La phase B, c'est la phase où vous avez la compensation. La compensation s'installe. Élévation des biomarqueurs aussi, ça peut arriver, mais la compensation moi, c'est caractérisé par des poussées. C'est caractérisé par des poussées d'insuffisance cardiaque aiguë pendant le temps. Pendant ce temps, le risque majeur de l'insuffisance cardiaque qu'on craint tous, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est l'arrêt cardiaque. Et le risque d'arrêt cardiaque de mort subite, c'est SCD, c'est mort subite. Événements qui peuvent amener à la mort subite sont là quand même pendant la phase C. Mais à la phase D, quand l'insuffisance cardiaque devient incontrôlable, la mort subite devient à côté. Donc après, ça devient difficile. Sur le plan physiopathologique, on se rappelle de tous ces mécanismes qui entourent la survenue de l'insuffisance cardiaque, la surcharge volumique, la surcharge barométrique. Donc la surcharge volumique, c'est quand le volume va augmenter. Les étiologies qui peuvent entraîner la surcharge volumique, c'est comme dans les cas des apports en liquide, dans les dysfonctions valvulaires, dans les CMD et tout ça, dysfonction rénale. Dans la surcharge barométrique, la pression qui augmente, vous avez les crises de dépression, d'hypertension artérielle et l'embolie pulmonaire. Il y a les troubles de la contractilité myocardique. C'est le troisième, c'est en général dans le contexte de l'infarctus du myocarde. Et vous avez les troubles du remplissage, surtout dans les contextes de tachycardie qui diminuent le temps de la diastole. Sur le plan clinique, le diagnostic n'est pas compliqué. Dyspnée, asthénie physique, édème, hein, il faut rechercher le terrain. Donc, bien examiner, bien poser des questions, interrogatoires et tout. Prendre les signes vitaux, se rassurer de la tension artérielle pour classer les patients s'il est humide, s'il est chaud et tout. Ausculter les patients pour se rassurer de quoi,
des râles crépitants et tout ce que vous pouvez. Voilà, l'examen clinique global de l'insuffisance cardiaque ne change pas, ça reste l'insuffisance cardiaque. Bien enregistrer la diurèse, c'est très important, la diurèse. Alors, à côté, les formes cliniques de l'insuffisance cardiaque aiguë. Dans les formes cliniques de l'insuffisance cardiaque aiguë, vous avez normalement, aujourd'hui, on prend quatre formes essentielles. Vous avez la décompensation cardiaque, vous avez l'OAP cardiogénique qu'on essaie de séparer parce que la prise en charge va dépendre. La décompensation cardiaque, l'insuffisance cardiaque de novo ou la primo-décompensation cardiaque, la décompensation cardiaque, l'œdème aigu du poumon, le choc cardiogénique et l'insuffisance cardiaque droite isolée. Donc, ça fait 5. L'insuffisance cardiaque aiguë de novo ou la primo-décompensation cardiaque. Deuxièmement, vous avez la décompensation cardiaque d'une insuffisance cardiaque chronique connue. Troisièmement, vous avez l'OAP cardiogénique. L'OAP cardiogénique est séparée parce que la prise en charge est différente. Mais c'est une insuffisance cardiaque. La prise en charge nécessite certaines méthodes ou mesures différentes. Après, vous avez les chocs cardiogéniques, qui est une forme de décompensation cardiaque à part entière et une forme d'insuffisance cardiaque aiguë à part entière. Et vous avez l'insuffisance cardiaque droite. Toutes ces formes vont être des formes qui vont dépendre, qui vont être associées à certains facteurs importants. C'est comme par exemple l'insuffisance cardiaque droite isolée, ça fait discuter l'embolie pulmonaire, la tamponnade, le pneumothorax, l'infarctus du myocarde, l'infarctus du VD. Tout ça, ça veut dire que le traitement de l'insuffisance cardiaque droite isolée va dépendre des éléments que vous allez avoir. L'insuffisance cardiaque droite isolée peut être dans le contexte d'un cœur pulmonaire aigu ou soit dans le contexte d'un cœur pulmonaire chronique décompensé. Le cœur pulmonaire aigu, c'est l'embolie pulmonaire, la tamponnade et les autres, ça peut faire ça. Mais le cœur pulmonaire chronique décompensé passe aussi par les mêmes éléments pour se décompenser. L'embolie pulmonaire décompense, la tamponnade décompense, l'ASV aigu grave, l'infection pulmonaire. L'insuffisance cardiaque gauche peut aussi décompenser une insuffisance cardiaque droite. Ça devient un peu philosophique, mais c'est juste pour dire que l'atteinte cardiaque droite isolée est une insuffisance cardiaque droite à part entière parce que la prise en charge va nécessiter d'intégrer quand même certains paramètres. C'est vrai que sur le plan pronostic, l'atteinte cardiaque droite est toujours difficile à gérer. C'est vraiment difficile de gérer une insuffisance cardiaque droite qu'une insuffisance cardiaque gauche. Vous voyez, ça représente heureusement 3% en Europe, mais je pense qu'en Afrique, au Congo particulièrement, on doit avoir beaucoup d'écarts parce qu'on a beaucoup de patients qui finissent par des complications chroniques de la tuberculose et après ils font de l'insuffisance cardiaque droite isolée. Et voilà. Alors, on passe au diagnostic positif. Le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque, ça regroupe la clinique. Après, si vous constatez que la clinique vous oriente vers l'insuffisance cardiaque, la clinique, là, vous avez pris l'histoire, les antécédents, vous avez ausculté votre malade, vous l'examinez, vous prenez tout, tout, tout. Après, vous allez faire certains examens. L'électro. L'électro est très important. On met quand même la prise de la saturation à l'intérieur, c'est important sur les recommandations 2023, l'adaptation des recommandations 2021. Vous avez la radiographie du thorax, l'échocardiographie, l'échographie pulmonaire et les autres examens. Vous faites ces examens, vous associez à ces examens le dosage des BNP. Les seuils des BNP sont donnés, bien que ça bouge selon l'âge, mais les seuils recommandés par la Société européenne de cardiologie, pour les BNP en aigu, c'est supérieur à 100. Pour les NT pro BNP, c'est supérieur à 300. Mais les autres peuvent doser déjà l'ANP, les facteurs natriurétiques de type atrial. C'est très important d'avoir les BNP.
Les BNP n'ont pas un rôle diagnostique dans l'insuffisance cardiaque, mais les BNP vous donnent une information capitale pour l'orientation d'une dyspnée, pour se dire si c'est une dyspnée d'origine cardiaque ou pas. Parce que la dyspnée seule ne suffit pas pour dire que c'est une insuffisance cardiaque. Les BNP jouent un rôle central dans le tri des patients. C'est comme ça que on a mis notre red flag pour dire qu'il faut faire les BNP. Le dosage des BNP ou le NT-proBNP, ce n'est pas un examen qui coûte les yeux de léopard. C'est un examen qui coûte très moins cher. Il suffit d'avoir votre appareil. Il faut payer les appareils. Payons les appareils partout. Même à Popo Kabaka, on peut toujours payer ça. Ça ne coûte pas très cher. On a beaucoup d'autorités qui peuvent nous aider, mais il faut faire parvenir l'information pour payer ce qui est important pour les malades. Voilà. Les BNP peuvent aussi être négatifs. Ça peut être négatif dans les contextes où vous avez un OAP flash. Il y a des patients qui font des OAP flash. Généralement, les OAP flash peuvent survenir dans les contextes des poussées de tension ou soit aussi dans les contextes des IM ischémiques. Il y a des insuffisances mitrales ischémiques qui sont caractérisées par des OAP qui sont flash et puis après, ça s'améliore. Dans ces contextes-là, vous aurez des BNP qui sont normales et tout. Et dans les contextes aussi des OAP aigus, hein, les doses OAP de manière globale, parce que OAP flash, c'est que le patient vous appelle, j'ai eu une forte dyspnée la nuit et tout, et après, soit il vient aux urgences, il a une dyspnée, et après, ça s'améliore, hein, ça s'améliore rapidement. L'OAP aigu, bon, c'est vrai que l'OAP aigu, c'est une tautologie, mais l'OAP là, c'est autre chose. Les IM peuvent faire des BNP qui ne sont pas très élevés. Les BNP élevés ne vont pas seulement dire que c'est une insuffisance cardiaque. Quand vous avez la clinique, l'ECG ou tout ça, vous faites les BNP. Les BNP, si c'est positif, vous allez vous dire, vous complétez l'échographie pour préciser, pour voir la cause. Donc, vous vous dites quand même que la dyspnée est d'origine cardiaque. Mais vous pouvez avoir des BNP qui sont élevés alors que le problème n'est pas cardiaque. Le contexte des BNP élevés sans atteinte cardiaque, on voit ça dans l'insuffisance rénale, dans l'âge avancé. L'âge avancé augmente les BNP aussi, sans que ça puisse avoir une insuffisance cardiaque. Dans l'inflammation, dans les troubles, dans les dysthyroïdies. La fibrillation atriale peut monter aussi des BNP alors qu'il n'y a pas du tout encore d'insuffisance cardiaque. Les BNP peuvent être basses ou bas plutôt alors qu'il n'y a pas, il y a vraiment une insuffisance cardiaque. C'est comme chez les obèses, ils peuvent avoir des BNP qui sont limite. Comme ce qu'on a dit dans le contexte d'une, euh, comment je dirais, d'une IM ou un OAP flash. Bon, ça, j'ai mis pour vous dire que les BNP ne vont pas seulement vous donner une information simple pour dire que vous avez une insuffisance cardiaque ou pas. Les BNP ont une importance pronostique aussi. Les BNP ont une importance pronostique. Une importance pronostique. Voyez un peu dans cette étude, on montre que les patients qui entrent avec des BNP qui sont faibles à l'admission 200 jours après. 200 jours après, ces patients vivent plus nombreux que ceux qui entrent avec des BNP élevés à l'admission. Les BNP à l'admission. Mais il faut faire aussi un BNP à la décharge. C'est comme ça qu'on se dit qu'il faut vraiment qu'on fasse notre registre. Parce que quand on doit discuter de registre, on se dit les patients font les BNP à l'admission, les patients font les BNP avant de sortir. Quand le patient qui veut sortir a des BNP qui sont encore élevés, la mortalité dans 200 jours est plus élevée chez les patients avec BNP élevé à la décharge que les patients avec BNP faible. Alors, ça veut dire que les BNP élevés à la décharge ont d'ailleurs une mortalité très élevée que les BNP élevés à l'admission. C'est important, les BNP, c'est un monitoring aussi de la déplétion. Vous déplétez votre patient, c'est le BNP qui va quand même vous informer. La clinique est là, mais vous pouvez aussi recourir
au BNP pour dire non, la dépression est bonne. Le patient répond, le BNP baisse. Bien que cette méta-analyse qui est à ma droite montre que l'intérêt des BNP dans l'évaluation des risques de mortalité est plus importante dans les débuts. Vous voyez, jusqu'à 5 ans pratiquement, vous avez une survie qui est importante pour les patients qui ont eu des BNP qui étaient faibles par rapport aux patients qui ont eu des BNP qui étaient élevés à la sortie. Mais plus le temps monte, à 10 ans pratiquement, les courbes se croisent, la mortalité devient pareille dans les deux situations. Les facteurs qui prédisent et tous le plan physiopathologique, l'élévation procalcitoline. Donc, il y a des examens à faire. En dehors des BNP, vous n'allez pas vous limiter au BNP. Il faut faire tous les examens. NFS, ionogramme, fonction rénale pour suivre troponine, pour ceux qui peuvent les faire pour l'atteinte rénale et tout, les NGAL et tout pour les néphrologues. Donc, on fera tous les examens. Deuxième examen important, c'est l'échocardiographie. Alors, l'échocardiographie, qu'est-ce qu'on fait? On voit deux éléments importants. Un élément plutôt, une information capitale à avoir à l'échocardiographie, c'est avoir la FEVG du patient, préciser si les pressions de remplissage sont élevées ou non. Ce sont les deux informations capitales quand vous allez faire une échographie aux urgences pour un patient qui vient pour une insuffisance cardiaque. Les autres informations, vous pouvez les compléter comme vous voulez, mais on pourra peut-être les préciser. Pourquoi je dis ça? Normalement, vous aurez des précisions à l'échographie. Vous pouvez aussi préciser quelle est la maladie, est-ce qu'il y a un problème. L'échocardiographie de l'insuffisance cardiaque, vous vérifiez la FFVG. Je balance cette coupe, cette boucle de l'échocardiographie d'un patient qui vient pour dyspnée. On fait l'échographie et les BNP sont limites. Les patients à 90 ans, les BNP sont limites et on nous appelle pour faire l'échographie. On fait notre écho, on tombe sur cet aspect. Déjà, cliniquement, vous voyez que visuellement, vous avez un effet qui est complètement à plat. C'est pour ça qu'on apprend à évaluer la l'effet visuelle. Elle est plus importante, elle est plus rapide, elle te permet d'aller rapidement et de donner une attitude rapide pour qu'on traite les malades parce que plus le temps passe, plus on peut perdre les malades. Et voilà, avec un trouble de la cinétique, comme on peut bien le voir. Deuxième information capitale, évaluer les pressions de remplissage. Les pressions de remplissage, pour les évaluer, on n'a pas besoin d'aller par trois quatre chemins. Vous pouvez utiliser les simples méthodes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un algorithme plus complexe qui permet de bien affiner. Mais pour un patient qui a une insuffisance cardiaque classique, vous aurez des éléments importants. Normalement, vous allez évaluer le profil mitral. Le profil mitral, c'est le rapport E sur A. Et ce rapport, normalement, pour une personne, dans le contexte de l'insuffisance cardiaque avec le trouble de la relaxation euh, euh, du VG, vous allez avoir des problèmes qui intéressent l'onde E et l'onde A. L'onde E augmente, ça va vous faire un profil mitral de type 2 selon l'âge, parce que plus l'âge avance, l'onde E baisse et puis le profil mitral peut être pseudo-normal. Et pour les autres, le profil mitral est élevé. Donc, quand on vous dit profil mitral type 3, par exemple, c'est pour dire que les pressions de remplissage probablement sont élevées. Après, on fait ce qu'on appelle le rapport E sur E'. On prend le E', on fait le rapport E sur E'. Si c'est supérieur à 14, le rapport moyenné, vous dites que les pressions d'entrée sont élevées. Donc, l'insuffisance cardiaque à l'échocardiographie, pour dire qu'il y a une congestion à l'échocardiographie, rassurez-vous des pressions de remplissage. Ce sont les pressions de remplissage qui vous disent qu'il y a une congestion. La FEVG peut vous dire qu'il y a une dysfonction, mais cette dysfonction peut être quelque chose que les patients portent déjà. Mais est-ce que les pressions de remplissage sont élevées pour vous dire que c'est une congestion ou pas? Ça, c'est important. C'est simple à faire. C'est important de l'apprendre à tout le monde. Moi, je pense que tous les médecins pouvaient apprendre à faire des coupes d'échographie en urgence, identifier si les pressions de remplissage sont élevées ou pas.
et voir comment traiter les malades. Parce que faire une échographie complète, faire des choses, se rassurer sur l'état des valves, ça pourrait être l'apanage du cardiologue qui va voir ça plus tard. Mais en urgence, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de voir si la FE est normale ou pas, parce que l'information sur la FE va vous permettre de savoir la suite de votre traitement sera comment. Deuxièmement, c'est rassurer si les pressions de remplissage sont élevées ou pas. Ce sont des informations que moi je trouve capitales pour l'échographie aux urgences que vous pouvez faire. Et à part ça, peut-être une information que j'ai oubliée, c'est de voir la veine cave inférieure. Veine cave inférieure, est-ce qu'elle est dilatée ou c'est pas dilaté? Parce que ça va vous aider pour bien conduire votre décongestion. Un élément important dans les diagnostics, c'est l'échographie pulmonaire. L'échographie pulmonaire, ça n'a pas besoin d'une particulière. En tout cas, pour ce qui est de l'OAP, l'échographie pulmonaire, c'est juste savoir les fenêtres là où vous allez poser votre sonde et voir ces lignes ici, les lignes de l'OAP, les lignes qu'on appelle les lignes B, les lignes ici. Parce que normalement, l'échographie pulmonaire donne des lignes A qui sont là, mais les lignes B qui sont en bas là où j'ai écrit OAP, les lignes qui sont en faisceau comme ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dyspnéique, vous avez un appareil d'échographie à côté, même si c'est une sonde abdominale. Vous pouvez poser sur le poumon, si vous avez ces lignes-là, vous vous dites que le malade est en OAP, vous pouvez les gérer. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui devient encore très important. Et on commence à beaucoup insister sur la maîtrise des ABC de l'écho pulmonaire, parce que l'écho pulmonaire, ce n'est pas que ça. Il y a des choses que le pneumologue fait, mais nous aussi, les urgentistes, tous les médecins peuvent apprendre l'échographie cardiaque en urgence et peuvent apprendre l'écho pulmonaire. En tout cas, pour moi, ce sont les choses, les basiques qu'on doit vraiment faire un effort de les apprendre. Sinon, il faut qu'on crée vraiment des associations pour que tout le monde puisse avoir une information capitale pour sauver des vies. Parce que plus le temps passe, plus on va perdre quelqu'un. Ces examens sont là. Il y a ce qui est recommandé, ce qu'on peut faire selon les différentes classifications, les différentes gradations des recommandations. Vous voyez par exemple, la radiographie du thorax n'est pas de classe 1. C'est pour dire que quelqu'un qui fait la radiographie du thorax et conclut à une insuffisance cardiaque, il a peut-être tort parce que la radiographie thorax est recommandée. Mais ce n'est pas seulement pour voir qu'il y a insuffisance cardiaque. La radiographie du thorax peut vous permettre de faire des diagnostics différentiels de cette dyspnée. Devant toute dyspnée, il faut faire la radiographie du thorax. Ce n'est pas seulement pour le cœur. C'est recommandé. Ça doit être recommandé. C'est autour de 2 A. Mais le 1, c'est l'ECG. L'ECG doit être fait. Vous avez une insuffisance cardiaque, vous pensez, faites l'ECG. L'échographie pulmonaire a la même recommandation que la radiographie du thorax. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez, faites ça, c'est très important. L'échographie cardiaque doit être faite. L'échographie, plutôt, la radiographie thorax et l'échographie sont des classes de 2B. Les BNP sont des classes 2A. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des moments où les BNP n'informent pas assez. Il y a des conditions où les BNP ne nous informent pas assez. Des autres examens à faire. Il faut faire la fonction rénale, l'ionogramme, TSH, dédimère, pro, tout ça. Les lactates, tout ça sont des examens importants qu'il faut faire. Alors, j'ai ajouté cette diapositive dans cette présentation qui montre les cas particuliers des personnes âgées. C'est que les personnes âgées, ils ont quand même beaucoup de limites par rapport à certains éléments que nous utilisons pour l'insuffisance cardiaque. C'est le cas, par exemple, de la troponine, et plutôt des BNP. Les BNP ne sont pas du tout très recommandés par la Société française de médecine d'urgence parce que les BNP chez la personne âgée, c'est pas ça qui va vous permettre de dire que non, j'ai une insuffisance cardiaque aiguë ou pas. Ça peut être augmenté alors qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Ça peut être aussi diminué alors qu'il y a une insuffisance cardiaque. C'est pour ça que de temps en temps, les urgentistes, ils commencent pas, presque pas à utiliser les BNP aux urgences pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Bon, après, si vous avez des signes cliniques, vous avez une échographie cardiaque,
Surtout si vous savez faire l'échographie en urgence, parfois vous aurez l'impression que les BNP, ça sera peut-être pour vous aider pour le monitorage, pour vous aider pour le pronostic, mais ça ne va pas vous aider pour le diagnostic. Alors, la prise en charge va s'articuler autour de ces quatre points, c'est décongestionner les patients, améliorer son tableau respiratoire, stabiliser l'état hémodynamique si c'est nécessaire, traiter les facteurs favorisants. Ça sont les objectifs. La décongestion du patient, il faut des mesures. Les mesures générales, on ne les oublie pas. Prendre les signes vitaux, mettre un monitorage, avoir l'oxygène si c'est nécessaire, selon la SAT, un abord veineux, voilà. Et placer une sonde vésicale pour, surtout chez les patients en coma, pour surveiller la diurèse, mais aussi il faut limiter la pose de sondes vésicales chez les patients parce que parfois ils tirent et puis ça devient un deuxième problème qui s'ajoute à son problème d'insuffisance cardiaque. L'orientation des patients avec insuffisance cardiaque c'est fait à trois endroits. Soit ça peut être la REA, soit ça peut être l'USIC, unité de soins intensifs cardiologiques, soit ça peut être la salle. Et voilà, c'est selon la gravité, selon ce que vous évaluez. Alors, bon, ça, c'est la prise en charge ici. C'est ce que je vous disais qu'il faut savoir voir avec la clinique pour donner un traitement. Vous voyez, par exemple, là, on vous dit, si quelqu'un est chaud, et il est humide, par exemple, c'est cet algorithme. Cet algorithme, moi, j'avais même proposé qu'on peut imprimer ça, on peut traduire ça en français. On imprime ça, on garde. Ça peut aider à raisonner rapidement. Donc, vous regardez seulement les malades. Est-ce que les malades est chaud? Et plutôt, est-ce que les malades est sec et froid? Ou les malades est humide et froid? Malade humide et froid, vous mettez diurétique plus vasopresseur. Malade humide et froid, bien sûr, ils ont précisé avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Donc, malade humide, chaud, vous allez avec les diurétiques. Ça va aider. Les vasodilatateurs veineux, ça va aider le résorbant essentiellement. Alors, devant la congestion, on revient sur la technique selon l'ESC 2021. Devant la congestion, on se pose d'abord la question sur la tension. Est-ce qu'il y a une hypoperfusion ou il n'y en a pas? S'il y a hypoperfusion, on va mettre les diurétiques plus les ionotropes. S'il n'y a pas ça, on met seulement les diurétiques. C'est ce que ça veut dire. Donc, évaluation. En gros, c'est évaluation du patient par rapport à son tableau clinique est très important, cette évaluation est très importante pour décider de l'attitude thérapeutique. Diurétique, ionotrope, si la congestion continue, on peut même arriver à demander une épuration extra-rénale. Si l'atteinte, comment ça s'appelle, la, la pression artérielle est toujours basse, on peut on peut arriver à faire des traitements de l'assistance ventriculaire. Ce sont des choses qu'on n'a pas. Mais nous, dans un premier temps, si on arrive quand même à bien gérer la décongestion, à soutenir, soutien vasculaire pour des patients qui en ont besoin, ça peut être important pour l'évolution. Alors, la cardiologie, c'est une discipline qui évolue selon les études. C'est-à-dire que il y a l'expérience de la personne. J'ai souvent fait comme ça. Mais il y a ce que disent les études. Si vous avez souvent fait et que vous avez validé ça par une étude, il n'y aura pas de problème. Mais si ce que vous faites, ce n'est pas validé par l'étude et que les malades meurent, on peut vous traduire en justice. C'est pour ça il faut faire les choses qui ont été étudiées. Je vous présente ici le continuum des essais cliniques sur l'insuffisance cardiaque en cardiologie. Ce continuum est fait par exemple de
Depuis, les études commencent à partir de 1986 avec l'étude VHF qui a évalué l'ISC dans l'insuffisance cardiaque, captopril. Et puis après, nous avons, et puis, plutôt, les sites VHF, c'était plutôt l'hydralazine particulièrement, excusez-moi, l'hydralazine et les disosorbides, les sédocars. Ils ont été évalués, c'était bien, mais nous sommes en train d'évoluer. Regardez combien d'études. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. En 2024, vous avez par exemple l'étude, euh, et plutôt l'étude Strong en 2023, les Strong HF qui vous donne des informations importantes sur ce que vous allez faire par rapport à la maladie. Vous avez l'étude de 2021 en Port Preserve qui a permis l'introduction des IST-LT2 dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction préservée. Vous avez Empereur Reduced qui a permis l'introduction des IST-LT2 dans l'insuffisance cardiaque à fraction réduite. Vous avez toutes ces études. Vous avez Victoria, vous avez Galactic, vous avez toutes ces études. Ce sont les études qui ont permis qu'on puisse aboutir à des recommandations et qu'on ait des algorithmes thérapeutiques. Le plus important pour le médecin à ce jour, je pense que ce n'est pas peut-être pas du tout maîtriser toute la médecine, c'est peut-être savoir maîtriser les algorithmes thérapeutiques pour des maladies. C'est peut-être la seule chose qui va sauver les malades. Voilà un peu ce que je veux dire par ce continuum qui présente toutes les études qui ont été faites en cardiologie jusqu'à ce jour. Alors, par rapport à la décongestion, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez un patient qui est congestif, qui a une décompensation cardiaque, un patient qui est humide, un patient chez qui vous devez donner du furosémide? C'est ça l'élément, c'est ça les médicaments. On donne des diurétiques et on évalue les malades. La réponse aux diurétiques est évaluée par la diurèse. On peut aussi utiliser le sodium urinaire, mais le sodium urinaire, on n'a pas toujours l'ionogramme urinaire partout. Mais la diurèse, c'est quelque chose de plus simple. Voyez, dans 6 heures, vous évaluez. La diurèse, normalement, quand vous mettez quelqu'un sous diurétique, doit être entre 100 et 150 millilitres. C'est-à-dire que dans 24 heures, une personne qui est sous l'azélix, pour se dire qu'il a bien pissé, il doit avoir plus de 2,4 litres, donc 2400 cc. Donc, si vous n'avez pas ça, vous montez les Lasix, vous montez la dose de Lasix. Le Lasix peut être administré jusqu'à atteindre 1000, voire 1500 mg par 24 heures. Mais il faut juste savoir comment les gérer. Parce que ça a aussi des effets secondaires. Ça peut vous donner une atteinte cochléaire et tout, des histoires comme ça. Une atteinte auditive. Alors, je pense que l'étude CARES, c'est une étude qui a été effectuée pour évaluer essentiellement l'administration du furosémide par en dose ponctuelle. C'est qu'on fait, on donne 40 mg le matin, 40 mg à midi, 40 mg le soir comparé à l'administration continue, à mettre en pouls seringue électrique 250 mg, 120 mg, quelle est la meilleure stratégie? En fait, dans cette étude, il faut dire que les deux stratégies n'avaient pas montré des différences significatives. Donc, on peut utiliser les deux stratégies. Mais le problème reste réel. Les deux stratégies, la différence reste au niveau de la gestion de la tension. La stratégie avec administration ponctuelle est limitée par le fait que ça chute brutalement la tension, alors que la stratégie continue peut être administrée chez les patients avec des tensions limites. C'est comme ça que régulièrement, nous, en France, on utilise que l'administration continue des furosémides. On n'utilise pas l'administration moyenne. Et à part ça, l'information importante qui est donnée dans cette étude, c'est l'ajout au furosémide de l'hydrochlorothiazide. Les thiazidiques, quand on ne sait pas gérer la congestion, on peut ajouter des thiazidiques au traitement. Ainsi donc, cette étude avait utilisé un protocole. Ce protocole semble important. Moi, je pense, à mon avis, que selon l'endroit où vous êtes dans votre hôpital, vous pouvez prendre ce protocole, vous l'imprimez, vous l'affichez. En fait, recourir
à un document pour bien traiter les malades, ça fait pas, ce n'est pas une incompétence du médecin. C'est ça même la connaissance du médecin, parce que l'intérêt, c'est que si vous faites une erreur sur un patient et qu'il meurt, il ne va pas ressusciter. Mais si vous lisez, vous faites quelque chose avec précision, le malade va vivre. Ça, c'est bien. Alors, le furosémide proposé dans ce protocole du CARES, c'était comme ça. Vous posez la question au patient si le patient prend déjà des furosémides à la maison ou pas. Parce que ici, les malades à insuffisance cardiaque ont toujours une dose basale de furosémide à la maison. Donc, il peut avoir 40, il peut avoir 20, il peut avoir 80. Pour un patient qui a moins de 80 milligrammes à la maison, qui fait une décompensation cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez 40 mg IV bolus et puis vous mettez 125 mg en pouls seringue électrique. Vous n'ajoutez pas d'hydrochlorothiazide. Et les 125 mg, on a des adaptations. Nous, on prend 120 mg de furosémide, on met dans 250 cc de sérum glucosé et on fait couler ça goutte à goutte, généralement à partir de 3 gouttes ou 4, 5, 6 gouttes. Quand vous avez 3 gouttes, on s'est dit que 3 gouttes, ça va faire pratiquement une valeur, 3 gouttes minutes, ça va faire une valeur d'environ 250 milligrammes par heure. Ce sont des calculs que nous essayons de faire pour essayer de sauver les patients. On peut s'adapter. Il ne faut pas toujours attendre les pouls seringues pour bien gérer les malades. Si le malade est instruit, structuré, il y a quelqu'un qui est à côté, qui sait bien maintenir. Parce que le problème de goutte à goutte, c'est que le malade peut dormir, quelqu'un peut être à côté, les gouttes peuvent changer de vitesse. Vous pensez que vous avez mis 3 gouttes alors que ça passe déjà 12 gouttes. Vous pensez que vous avez mis 2 gouttes alors que ça passe une goutte. Donc, c'est pour ça le problème. Le pouls seringue est plus précis, ça passe. Et donc, l'administration. Si vous avez un patient qui a plus de 80, si c'est entre 80 et 100, 160, vous lui donnez bolus 80 et puis vous faites 125 milligrammes. Pour celui qui a 120, 121 et plutôt 160 jusque là-bas, vous associez, la différence va dépendre de... Vous voyez jusqu'à 750 milligrammes par 24 heures de furosémide proposé dans cette étude. La surveillance de la durée. La surveillance de la durée, c'est fait chaque 24 heures ou 48 heures. Alors, dès la première 24 heures, vous devez avoir une durée qui est au-delà des 30, des 3 litres et moins de 5 litres. Vous ne devez pas faire pisser votre malade au-delà de 5 litres. Normalement, quand vous donnez le furosémide, vous atteignez 5 litres. Si le malade pisse 5 litres, plus de 5 litres, surtout si vous étiez en IV, vous êtes obligé d'arrêter l'IV et passer en comprimé, réduire la dose, évaluer votre kaliémie, évaluer votre fonction rénale. Si c'est perturbé, vous pouvez même retirer un peu le furosémide, réhydrater prudemment votre patient jusqu'à remettre les choses en place et puis vous allez remettre le furo. C'est juste une réponse exagérée. La dose de furosémide, et effectivement, c'est l'étude dose qui a évalué l'administration continue et l'administration par dose fractionnée et qui a montré qu'il n'y avait pas assez de différences significatives à côté. Donc, si vous voulez administrer le furosémide de façon continue, c'est bien. Sinon, de façon fractionnée, c'est pas aussi mal. Mais la question, c'est que la façon fractionnée a juste la limite par rapport à la gestion de la tension artérielle. À côté de ça, il y a des traitements complémentaires qu'il faut ajouter. Les patients qui sont sous furosémide, on l'hydrate toujours une petite hydrate. Il faut enlever la frousse de ne pas hydrater un malade qui a l'insuffisance cardiaque parce que cette frousse fait que les gens fassent des erreurs. Le problème, c'est que l'hydratation d'un patient qui a une insuffisance cardiaque doit intégrer plusieurs paramètres. Les paramètres sont essentiellement les tableaux cliniques du patient, comme vous le dites, et vous le verrez. Mais vous avez aussi le type de liquide à donner. On administre du sérum glucosé. Un patient qui est diabétique, vous lui donnez le sérum glucosé. Vous mettez l'insuline. Le glucose est facile à gérer. Vous mettez l'insuline, ça va se résoudre. L'insuline, vous pouvez donner des doses. Vous discutez avec les garçons, les diabétologues qui vont vous aider. Mais mettez les sérums glucosés 500 cc par 24 heures pour tout patient qui est sous furosémide. Cette quantité de sérum glucosé aide les patients à avoir du sucre, d'une part, parce que c'est un patient qui est fatigué, ça va lui donner un peu de force. D'autre part, cette quantité permet d'apporter du liquide. C'est un patient qui ne pourra pas boire parce que malgré qu'il sera sous furo,
ces patients devaient avoir des apports journaliers qui doivent être maintenus. Parce que ce qu'on essaie d'enlever avec le furo, ce n'est pas les liquides complètement, c'est l'excès des liquides. Il faut toujours comprendre ça. À côté, le furosémide entraîne une hypocalcémie, et hypokaliémie plutôt. Donc, il faut traiter l'hypokaliémie. Le traitement de l'hypocalémie de manière empirique, qu'est-ce que nous faisons? Quand vous avez un patient qui a plus de 5 millimoles, vous n'ajoutez rien dans la perfusion là, des glycosés. C'est dans la perfusion des glycosés que vous ajoutez un peu de KCl. Quand le patient est entre 4 et 5, vous lui donnez juste des comprimés. Des comprimés, des caléorides ou des Dufica selon l'endroit. Quand le patient est en bas de 3, vous lui mettez calcium, magnésium d'emblée. Vous faites des contrôles et tout. C'est pour aider à ce que ça monte. Le magnésium, il remonte un peu le calcium parce que l'hypomagnésémie perturbe l'électronégativité de la pompe sodium-potassium ATPase et ça ralentit la fonctionnalité. Et plutôt ça accélère la fonctionnalité, ce qui va accélérer l'entrée du potassium dans le milieu intracellulaire et baisser le potassium. À côté, ça sont des protocoles, moi je pense, je vous propose, ce sont des protocoles qu'on peut imprimer et avoir à côté, afficher les protocoles partout. Donc, moi je pense que la salle des urgences doit être surplombée des protocoles affichés pour qu'on puisse avoir des recours en urgence rapidement. On ne fera pas une erreur de dire aux malades, attends, je vérifie un peu comment on donne ça. Le malade ne va rien vous faire. Il va comprendre que le médecin vérifie pour mon bien. Si lui, il pense que le médecin qui vérifie, il est incompétent, bon, il va partir, mais tous les patients ne vont pas réfléchir comme ça. L'hyponatrémie, dans le contexte déjà d'édition, généralement, le furosémide corrige l'hyponatrémie. Donc, vous n'avez pas besoin de traiter ça. Bien. Les traitements complémentaires, il faut du Lovenox. Le Lovenox est administré à dose de 1 en préventif pour les patients qui n'ont pas d'anticoagulant. Donc par là, pour un patient qui a une fibrillation atriale, vous lui mettez son anticoagulant à dose curative, vous n'avez pas besoin de donner le Lovenox. Et si vous avez un DFG inférieur à 30, vous mettez de la calciparine. La dose de l'Ovenox de 4000 unités internationales, parfois les gens discutent sur ça, mais ce n'est pas discutable. Si vous avez besoin de discuter sur cette dose, vous prenez en bas, j'ai ajouté l'article qui a publié cette dose. Ça a été évalué en chirurgie, je pense que c'est de l'orthopédie, la dose de prévention des troubles thromboemboliques avec du Lovenox. La dose, c'était 0,4 cc et chez beaucoup de patients. Et c'est ça qui a montré l'efficacité. C'est comme ça que partout, que ce soit en chirurgie, en gynéco, en médecine interne, en cardio, en néphro, partout, la dose préventive, c'est 0,4. Bien que les néphrologues, par rapport au DFG, ils doivent évaluer la cassiparine, c'est 2 fois 0,2. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'OAP, le traitement, c'est trois mots. Ça n'a pas changé. Ça reste diurétique, vasodilatateur veineux et la VNI, donc la ventilation non invasive. Voilà. On ne devait pas beaucoup parler sur l'OAP aujourd'hui. C'était plus la décompensation de manière de gérer, mais l'OAP est très importante. Les diurétiques doivent être administrés, mais regardez comment on les administre. Si vous avez un OAP avec pression artérielle systolique inférieure à 110 mm de mercure, vous évaluez les signes de congestion s'il y en a ou pas. S'il y a des signes de congestion, vous mettez le Lasix avec les inotropes. S'il n'y a pas de signes, en fait, en cardiologie, quand on parle d'inotrope, c'est la dobutamine. Quand on parle des vasopresseurs, c'est la noradrénaline. Donc, il faut faire la différence. Quand vous voyez dans une reco, on dit inotrope par rapport à ce qui est disponible dans notre pays, bien sûr, c'est la dobutamine qui est facile à avoir dans notre pays. Dobicure, tout ça, c'est disponible. Quand on parle des vasopresseurs, on voit la noradrénaline qui est disponible. Bien sûr, il y a d'autres formes de médicaments qu'on utilise ici, mais qui ne sont pas disponibles au pays. Alors, si la pression est élevée, vous faites tout, vous mettez les dilatateurs et les furosémides. La congestion est évaluée et puis on va voir. La VNI, c'est ça. La machine de la VNI, je pense que ce sont des choses qui coûtent pas cher. En fait, pour bien traiter les malades,
si on explique bien aux gens qui décident, ils pourront être surpris que les matériels qu'on suppose être sophistiqués n'écoutent pas la tête de quelqu'un. Il suffit que la personne ait de la volonté. Il a 50 000, il a 30 000 dollars, 20 000 dollars. Il peut réunir des matériels nécessaires pour un traitement adéquat des patients dans les limites des moyens. C'est très important de les rappeler. Alors, ici, les vasodilatateurs, ce qu'on donne, c'est les Risordans. C'est pas les vasocartes. C'est comment ça s'appelle? C'est pas les Édocar. Le Risordan est administré, il a un bon effet sur les vaisseaux et il permet une bonne amélioration sur le plan clinique, comme vous le voyez dans cette étude de Monsieur Lévy, qui montre comment l'évolution est bonne, la baisse de la tension. Le Risordan baisse un peu la tension artérielle. Le Risordan améliore la saturation périphérique chez les patients avec OAP. Voilà, je vous partage ce protocole d'utilisation du Risordan. Dans cette condition, on n'utilise pas les Risordan, c'est une pression artérielle inférieure systolique inférieure à 10, à 100. Mais les autres conditions, on met des petites doses, on maintient les Risordan parce qu'il améliore. Alors, dans notre contexte, nous avons ces petits schémas que nous adaptons. En tout cas, si on n'arrive pas à s'adapter dans notre milieu, on va se relâcher et on va laisser les gens mourir. On va considérer qu'on n'a rien, on ne peut rien faire. On va attendre que les gouvernements puissent nous apporter les matériels, que les gouvernements nous aident. Mais après, les gouvernements, ce ne sont pas les médecins. Le gouvernement n'est pas fait des médecins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces informations. Ils ne savent pas qu'on peut prendre deux ampoules de Isordin, on met dans G5 et puis on fait couler quatre gouttes. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas tout ça. Ce qui fait qu'on ne va pas compter sur On peut se battre nous-mêmes. On essaye d'abord d'améliorer la santé des patients. Et puis après, on va en parler. On va cumuler des données, on va présenter, on discute, on dit non, regardez ce que ça a donné quand j'ai fait telle chose. Alors voilà, l'étude galactique qui a randomisé les patients par rapport à l'administration de Risordan en soins intensifs et l'évolution des facteurs cardiovasculaires, c'était pas du tout quelque chose qui change le pronostic en soi, mais ça améliore les tableaux cliniques des malades, surtout la saturation périphérique en oxygène qui s'améliore. Euh, À côté de ça, vous évaluez la place de morphinique. En fait, j'ai ajouté cette diapositive pour montrer que avant, on disait qu'il fallait mettre des morphiniques partout, mais aujourd'hui, on sait les dire avec cette étude que ce n'est pas important, les morphiniques. On ne les met même pas, on ne les met plus ici. Alors, quelqu'un va vous dire, non, comme vous avez l'OAP, mettez un peu de morphine au patient. Bon, après, vous pouvez mettre comme vous voulez, mais ici, là, on dit que les morphines ont un bon effet sur le plan cardiovasculaire, mais les effets secondaires sont multiples et annulent presque tout ce qu'il y a comme effet positif des morphiniques. En pratique, il faut la VNI, le furosémide, le Risordan, selon la pression. Alors, le choc cardiogénique, il faut avoir une PAM supérieure à 70, il faut un bon débit cardiaque, il faut une diurèse correcte, il faut normaliser les lactates, ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on va faire. Et voilà. Le choc cardiogénique, je pense que c'est un sujet très vaste. Je laisse les données dans la présentation à ça et peut-être qu'on pourra revenir dans un autre jour pour parler des états des chocs, comment on peut gérer le choc cardiogénique et discuter peut-être pourquoi pas un panel avec les amis des réanimations sur le choc septique, comment ils appréhendent les chocs de manière globale. Nous, quel est notre avis sur la gestion des chocs cardiogéniques? Après, le choc cardiogénique se prend en charge en musique, mais si à côté du choc cardiogénique, vous avez soit un choc qui ne s'améliore pas malgré tout ce que vous mettez comme traitement, soit une nécessité de recourir à l'assistance circulatoire ou cardiovasculaire, vous serez obligé de transférer les malades en réa. Et voilà. Bien.
et cette étude qui montre les différentes évolutions et l'efficacité des traitements au cours du choc cardiogénique par rapport à la pression artérielle moyenne. Donc, le choc cardiogénique, l'utilisation de noradrénaline, de l'épinéphrine, quel est le meilleur, la meilleure molécule à utiliser. En fait, au final, il faut toujours évaluer les malades pour savoir s'il a besoin d'ionotropes ou des vasopresseurs. Bon, après, les vasopresseurs essayent de prendre un peu plus de la place. C'est comme ça que entre dopamine et norépinéphrine, dans cette étude SOAP 2, on sait voir que la différence, bien qu'elle n'étant pas très importante, la noradrénaline améliore bien le tableau clinique. Voilà. Et là, l'assistance circulatoire que je vous ai ajoutée là, et le recours au ballon de contribution des pulsions intra-aortiques, l'ECMO, l'IMPELA, et ainsi de suite. Bon, en pratique, on traitera la cause pour l'insuffisance, pour le choc cardiogénique. Après, quand vous avez une insuffisance cardiaque aiguë, il y a la suite, c'est que il y a l'insuffisance cardiaque et plutôt, après avoir traité l'insuffisance cardiaque aiguë, vous allez laisser les patients rentrer chez lui. Mais vous n'allez pas les sortir comme ça. Il faut mettre les traitements de l'insuffisance cardiaque parce que l'insuffisance cardiaque aiguë n'est qu'une information pour vous dire que les malades ici ont un problème cardiaque. Vous n'allez pas. L'insuffisance cardiaque d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance cardiaque pour toujours. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, tu es guéri de ton insuffisance cardiaque. Non, peut-être si c'est une insuffisance cardiaque dans le contexte insuffisance cardiaque droite isolée pour quelqu'un qui a une embolie pulmonaire, qui avait un cœur pulmonaire aigu, pour quelqu'un qui a eu comment ça s'appelle, une tamponnade, on a évacué, pour quelqu'un qui a un pneumothorax qui a été drainé, on peut comprendre de dire tout ça. Mais si vous avez une dysfonction VG, fonctionnelle ou structurelle, il faut considérer ces malades-là comme un malade qui va prendre des traitements au long cours. C'est un malade chronique. Il faut que les malades puissent comprendre ça. Mais pour qu'ils comprennent, il faut qu'on multiplie, qu'on développe les structures d'éducation thérapeutique dans notre milieu pour informer. L'éducation thérapeutique est assurée normalement par le nursing. Il faut que le nursing apprenne à informer aux malades ce que ça va faire, le traitement, ça sera comment. Mais vous, nous aussi les médecins, on doit participer dans cette éducation thérapeutique. Donc, la sortie du malade a été évaluée avec quel traitement? Pour une insuffisance cardiaque avec FEVG effondré, c'est clair, le malade doit sortir avec toutes les quatre molécules fantômes, fantastiques. Tous les quatre fantastiques, il doit sortir avec. C'est-à-dire, on doit avoir un bêta-bloquant dans son traitement, on doit avoir un IEC ARA versus Entresto, ça dépend de quoi c'est disponible. On doit avoir un ARNI, comment ça s'appelle, un inhibiteur de récepteurs des minéralocorticoïdes, comme un ARM plutôt, l'aldostérone. On doit avoir un ISGLT2, les DAPANU, les dapagliflozine ou soit l'empagliflozine. Les quatre médicaments doivent être là, mais c'est pas que vous allez les commencer à full dose. Pour l'insuffisance cardiaque, une petite dose compte, même si c'est 0,25 mg. Toute petite dose. On commence avec des doses supportées par les malades selon sa tension, tout ça. C'est comme ça que cette étude Strong HF en 2023 a donné une attitude pour faire. Regardez comment l'introduction rapide, c'est-à-dire quand les patients font un OAP, quand les patients est décompensé, vous estimez qu'il commence à diminuer la congestion. 2, 3, 4e jour déjà, vous commencez déjà à introduire les médicaments. Comme l'empagliflozine, là, les DAPA